Bonjour, dans cette vidéo, nous allons donner quelques applications des théorèmes destructifs du groupe abélien fini. Donc, le théorème, c'est comme suit. Donc, CG est un groupe abélien fini, non trivial. Alors, il existe un entier R supérieur ou égal à 1 et des entiers N1 jusqu'à Nr, tous supérieurs ou égal à 2, tels qu'on a la suite de divisibilité suivante. Nr divise Nr-1 jusqu'à N1. Et on a les homomorphismes suivants. G est isomorphe à Z sur N1Z, croix jusqu'à Z sur NR de Z. Donc, c'est le théorème de structure du groupe abélien fini. Donc, ce que j'ai choisi de faire est de commencer par la démonstration de ce théorème, puis on donne les applications de ce théorème. D'accord? Alors, pour démontrer ce théorème, nous aurons besoin d'un résultat très connu, c'est le théorème de prolongement des caractères. Donc, je vais l'énoncer sous forme lemme. Donc, lemme. Dans les mêmes hypothèses du théorème, soit H un sous-groupe de G. X est un caractère de H. Alors, il existe X tilde appartient à G chapeau, tel que la restriction de X tilde à H n'est rien que X. Donc, pour les notations H chapeau, c'est l'ensemble des caractères de H. Tout simplement, on définit un caractère, c'est un morphisme de groupe de H dans C étoile. C étoile, bien sûr, mené de la multiplication. Donc, on va commencer par démontrer ce résultat. Donc, pour ce faire, nous allons procéder par récurrence sur l'indice de H dans G. Donc, preuve. Donc, on procède. On procède par récurrence. Alors, sur l'indice de H dans G. Et on rappelle que l'indice de H dans G, c'est le cardinal de G sur le cardinal de H. Donc, pour l'initialisation, je crois que c'est trivial, parce que si l'indice de H dans G est égal à 1, alors forcément H est égal à G. Donc, il suffit de prendre X tilde est égal à X. D'accord? Donc, si l'indice de H dans G est égal à 1, donc H est égal à G. Et le résultat est trivial. Et le résultat est évident. Alors maintenant, on fait l'hypothèse de récurrence. Soit K un sous-groupe de G tel que l'indice de K dans G supérieur ou égal à 2. Et on suppose que le résultat, on suppose le résultat est vérifié pour les sous-groupes H de G tel que l'indice de H dans G inférieur strict à l'indice de K dans G.
Alors, puisque on a pris K un sous-groupe tel que l'indice de K dans G supérieur ou égal à 2, donc forcément K différent G. Sinon, si K est égal à G, alors l'indice de K dans G est égal à 1. Donc, on a K différent G, donc on a le droit de prendre un élément de G qui n'est pas dans K. Donc, soit X appartient à G, tel que X n'appartient pas à K. Et considérons le sous-groupe suivant. C'est le sous-groupe engendré par X et K. Donc c'est un sous-groupe. Donc on a l'indice de H dans G inférieur strict à l'indice de G dans K. Déjà, K est inclus dans H. Donc l'indice de H dans G inférieur ou égal à l'indice de K dans G. En effet, on a K inclus dans H. Donc l'indice de H dans G inférieur ou égal à l'indice de K dans G. Mais on ne peut pas avoir l'égalité. Car si l'indice de H dans G est égal à l'indice de K dans G, alors forcément le cardinal de H est égal au cardinal de G. Si on a l'égalité, alors le cardinal de H est égal au cardinal de K. Et puisque K est inclus dans G, de même cardinal, alors forcément H est égal à K. Et puisque X appartient à H, et H est égal à K, alors X appartient à K. Donc, X appartient à K. Ce qui est absurde, puisque X n'est pas dans K. Ce qui est absurde. Ce qui montre que on a l'inégalité stricte suivante. L'indice de H dans G inférieur strict à l'indice de K dans G. Alors, par l'hypothèse de récurrence, on a le droit de prolonger n'importe quel caractère sur H en un caractère de G. Alors, pour prolonger les caractères de K à G, donc on a les inclusions suivantes. On a H, K, inclus dans H, inclus dans G. Alors, l'hypothèse de récurrence dit que tout caractère sur H est prolongeable en un caractère de G. Donc, pour pouvoir prolonger les caractères de K à G, il suffit de prolonger les caractères de K à H. D'accord? Donc, il suffit de prolonger les caractères. Les caractères de K à H. Alors, pour ce faire, on prend un caractère quelconque, soit alors Xi, un caractère quelconque de K. Et notons R, c'est le plus petit élément, le plus petit entier, I supérieur ou égal à 1, tel que X à la puissance I appartient à K. Donc, R existe puisque l'ensemble des entiers I supérieur ou égal à 1 tel que X à la puissance I est dans K, c'est un ensemble non vide puisqu'il contient le cardinal de G. Déjà, le cardinal de G, G est fini. Donc, X à la puissance, le cardinal de G, est égal à 1. C'est l'élément neutre de G qui appartient à K, puisque K c'est un sous-groupe. Ainsi que l'ensemble des entiers est supérieur ou égal à 1, tel que X à la puissance est dans K,
et non vide. Et puisque c'est une partie d'une étoile, donc il possède le min. Donc on prend R, le plus petit élément de ces entiers. Alors maintenant, on va prendre soit zeta, une racine aérienne, du nombre complexe suivant, x à la puissance r. Donc déjà, il faut noter que xi de x à la puissance r est bien défini puisque x à la puissance r appartient à k en particulier. X à la puissance r appartient à k. Donc xi c'est une racine linéaire de xi de x à la puissance r, c'est-à-dire que zeta à la puissance r est égal à xi x à la puissance r. Alors maintenant, tout élément de h, tout élément z de h s'écrit comme z égale à x à la puissance k fois s. Donc, puisque x et k, c'est une partie génératrice de h, donc, et g est un groupe abélien fini, le fait que g est abélien et x et k, c'est une partie génératrice, alors forcément z s'écrit de façon x à la puissance k fois s, avec k, c'est un entier compris entre 0 et r moins 1. Et S c'est un élément de K. De plus, cette écriture est unique. Donc, cette écriture est unique puisque on a x à la puissance k, S est égal à x à la puissance k prime S prime, avec k prime et S prime dans K. Alors, sans perdre de généralité, on peut supposer que K' supérieur ou égal à K. Donc, dans ce cas, on a S fois S' moins 1 est égal à X à la puissance K' moins K. On a donc ce qui implique que X à la puissance K' moins X moins K appartient à K. Puisque S et S' sont deux éléments de K et K est un sous-groupe. Mais par définition de R c'est le plus petit des entiers est-il que x à la puissance i dans K. Donc par minimalité de R, on a forcément K' moins K est égal à 0. Puisque K' moins K supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à R moins 1. Donc, c'est K' moins K est égal à 0, alors x à la puissance K' moins K est égal à 1, et donc S est égal à S'. S est égal à S'. Donc, on a K est égal à K' et S est égal à S', d'où l'unicité. D'où l'unicité de l'écriture.
Donc, en fait, ça permet de définir l'application suivante sans ambiguïté. Donc, l'application, c'est phi de h vers c étoile à chaque x à la puissance k fois s, on associe c de s, puisque s est un élément de k, donc c de s est bien défini, zeta à la puissance k. Donc cette application est bien définie d'après ce qu'on a fait ici. Donc puisque les critères zx à la puissance k, s c'est une critère qui est unique, donc cette application est bien définie. Donc pour montrer que phi est un caractère, on prend deux éléments de soit x à la puissance ks et x à la puissance k', s', deux éléments de h. Donc on veut démontrer que phi est un caractère. On a donc phi de x à la puissance ks, x à la puissance k', s'. Alors, puisque le groupe G est abélien, ça égale à x à la puissance k plus k', s, s'. Donc, deux situations présentes. Soit k plus k' est inférieur ou égal à r moins 1, soit il est supérieur ou égal à r. Si k plus k' est inférieur ou égal à r moins 1, alors par définition de phi de x à la puissance k s, x à la puissance k', s' est égal à xi de s, s', zeta à la puissance k plus k'. Et puisque xi est un caractère, alors ça est égal à xi de s, xi de s', z à la puissance k, z à la puissance k', qui est égal à encore z à la puissance k, xi de s, z à la puissance k', qui est par définition x à la puissance k, s, phi de x à la puissance k', s'. Deuxième cas, c'est k plus k' supérieur ou égal à r. Donc, ce qu'on vient de faire, on va retrancher r pour rendre cette quantité inférieure ou égale à r moins 1. Donc, on a k plus k' moins r est inférieur ou égal à r moins 1. Car k et k' inférieur ou égal à r moins 1, k plus k' inférieur ou égal à 2, r moins 2. Donc k plus k' moins r est inférieur ou égal à r moins 2 qui est inférieur ou égal à r moins 1. Donc on va retrancher dans cette puissance moins r. Donc phi de x à la puissance ks, x à la puissance k', s' est égal à phi de x à la puissance k plus k' moins r, s, s', x à la puissance r. Et puisque par définition de r, c'est x à la puissance r appartient à k, donc cette quantité s, s', x à la puissance r est dans k. Donc ça est égal à s, s', x à la puissance r. C'est à la puissance k plus k' moins r. Qui est égal à encore s, xi de s', xi de x à la puissance r, z à la puissance k, z à la puissance k', z à la puissance moins r.
Par définition de zeta, on a zeta à la puissance r est égal à x à la puissance r. Donc on peut simplifier xi de x à la puissance r avec zeta à la puissance moins r. On aura alors z à la puissance k, z à la puissance k' qui est égal à encore x à la puissance ks phi de x à la puissance k' s'. Donc ce qui montre que phi est un caractère de h. Et par hypothèse de récurrence, on déduit le résultat. Donc tout caractère sur un sous-groupe de G est prolongeable en un caractère de G. Passons maintenant à la démonstration du théorème destructif du groupe abélien fini. Et pour cela, nous allons procéder par récurrence, mais cette fois-ci sur le cardinal de G. Bien sûr, si le cardinal de G est égal à 2, le résultat est trivial, puisque G est isomorphe à Z sur 2Z. Tout le groupe de cardinal 2 est isomorphe à Z sur 2Z. Alors maintenant, si le cardinal de G supérieur égal à 3, on fait l'hypothèse de récurrence, on suppose que tout groupe de cardinal strictement inférieur au cardinal de G vérifie la propriété. Donc supposons que le résultat est vérifié pour tout groupe de cardinal inférieur strict au cardinal de G. Et on va noter in 1, c'est l'exposant de G. On rappelle que l'exposant de G, c'est par définition c'est le maximum des ordres de G, avec G par corps G. C'est aussi le PPCM des ordres de G. G appartient à G. Alors l'avantage de la première formule, c'est la définition en fait, elle permet d'assurer qu'il existe, dans le cas bien sûr que G abélien, G est fini, pardon, il existe un élément X dans G tel que l'exposant de G soit l'ordre de cet élément. Et de plus, cet élément est d'ordre maximal. Alors que la deuxième formule, elle permet d'assurer que tout élément de G est d'ordre divise l'exposant de G. D'accord? Donc, en particulier, il existe X dans G tel que l'ordre de X est égal à N1. N1, c'est l'exposant de G. Donc, le groupe cyclique, alors, le groupe cyclique engendré par X est isomorphe à le groupe des racines N1e de l'unité. Donc, soit alors un isomorphisme Xi de X vers UN1. On a donc Xi, c'est en fait un caractère. Et d'après le lemme, il existe Xi tilde d'un caractère de G prolongeant Xi, tel que la restriction de Xi tilde à X est égale à Xi. En fait, on peut même démontrer que le caractère Xi tilde est à valeur dans UN1. En fait, on a, quel que soit G appartient à G, l'ordre de G divise N1. Donc, quel que soit G appartient à G, il existe dG appartient à N en entier, tel que N1 est égal à dG fois l'ordre de G. Ce qui permet d'assurer que G à la puissance N1 est égal à G à la puissance
l'ordre de G, le taux à la puissance dg. Mais G à la puissance l'ordre de G n'est rien que l'élément neutre, donc c'est un G. Et comme xi tilde est un caractère, donc c'est xi tilde de G à la puissance n1 est égal à xi tilde de 1G qui est égal à 1 de ces droits à la puissance, voilà, ce qui permet d'assurer que xi tilde de G est un élément de N1. Et ceci, quel que soit G appartient à G. Donc, xi tilde est à valeur dans N1. Alors, on peut maintenant définir sans ambiguïté l'application phi. Départ, c'est G, et l'arrivée, c'est X croix le groupe quotient par X. À chaque G, on associe xi-1 au xi tilde de G, et deuxième composante, c'est la classe de G. Alors, d'après ce qui précède, alors l'application phi est bien définie. Puisque xi tilde, il arrive bien dans En1, donc cette quantité est bien définie. De plus, l'application phi est un morphisme, puisque la première composante, c'est la composée de deux morphismes, et la deuxième composante, c'est le passage aux classes. Donc c'est un morphisme. On a phi est un morphisme de groupe. De plus, donc c'est G appartient le noyau de phi. On va démontrer que phi est injectif. Alors d'après la deuxième composante, G bar est égal à l'élément neutre du groupe quotient G quotient par X, ce qui montre que on a donc G appartient le sous-groupe cyclique engendré par X. Et puisque xi tilde, la restriction de xi tilde à X, c'est X. Donc cette quantité donne xi-1 rho xi tilde de G est égal à xi-1 rho xi de G qui est égal à G. Et cette quantité, puisque G est dans le noyau, ça est égal à 1 de G. Donc on a G est égal à 1 de G, ce qui montre que phi est injectif. L'application phi est injective. Donc phi est un morphisme injectif. De plus, on a l'égalité des cardinales de G et avec le produit X avec le groupe quotient G quotienté par X. Donc on a X. Donc en fait, phi est un isomorphisme. Est un isomorphisme. C'est-à-dire que G isomorphe à X croix G quotient X. Maintenant, on va appliquer l'hypothèse de récurrence à G quotient X, puisque le cardinal de G quotient X est inférieur strict à cardinal de G. Comme or le cardinal de G sur X inférieur strict à cardinal de G, alors par l'hypothèse de récurrence, il existe N2 des entiers, NR, tels que isomorphe à EN1 à ENR. Mais il faut faire attention que G quotient X peut être trivial. Donc, le cas où G quotient X est trivial, donc G n'est rien d'autre que le sous-groupe engendré par X. Et dans ce cas, le résultat est trivial. Donc on va supposer que G est différent de
le sous-groupe engendré par X. Donc, puisque N1 c'est un groupe cyclique d'ordre N1, donc il est isomorphe Z sur N1Z. Donc, comme conclusion, G isomorphe, le sous-groupe engendré par X isomorphe à Z sur N1 de Z. Et les UNI de Z isomorphe à Z sur NI de Z, donc Z sur N de Z. NR de Z. D'accord. Alors pour terminer la démonstration, il se fait de démontrer que il se fait de démontrer que N2 divise N1. Puisqu'on a déjà l'hypothèse de récurrence, il existe les NI tels que ADA et on a la suite de divisibilité suivante, NR divise N2. Alors pour avoir la divisibilité de NR jusqu'à N1, il se fait qu'il soit N2 divise N1. Comme l'élément 0, 1, 0, Z sur N1 de Z, Z sur N2 de Z, Z sur NR de Z est un élément d'ordre N2. Et d'après cet isomorphisme, on peut conclure que G possède un élément d'ordre N2. Donc G possède un élément d'ordre N2. Et puisque par définition de N1 c'est l'exposant de G, alors N2 divise N1. Or, N1 est égal à l'exposant de G. Alors N2 divise N1. Conclusion, il existe N1 jusqu'à NR tel que NR divise N1 et G soit isomorphe à Z sur N1 de Z, Z sur NR de C. Alors voilà le théorème de stricteté du groupe abélien fini. Maintenant, on va voir quelques applications de ce théorème. Commençons par la première application, application 1. Alors, si G est un groupe non trivial, si G est un groupe non trivial, tel que égal tel que le groupe des automorphismes de G est égal à l'identité de G. Alors, G isomorphe à Z sur 2Z. Donc, pour appliquer le théorème de stricteté du groupe abélien fini, il faut démontrer d'abord que G est abélien. Donc, il faut ajouter que G soit fini. Donc, G, un groupe non trivial, est fini. Est fini tel que l'automorphisme de G est réduit à l'identité. Alors, montrons que G est abélien. Pour ce faire, on va considérer un automorphisme particulier. On a l'application qui est associée à chaque G, on a associé son inverse, G-1.
est un automorphisme de G. Et puisque par hypothèse l'automorphisme de G est réduit à l'identité, ce qui montre que quel que soit G appartient à G, on a G moins 1 est égal à G. Ce qui implique que quel que soit x, y appartient à G, x, y est égal à x moins 1, y moins 1, d'après ceci, qui est égal à encore y, x moins 1, qui est égal à y, x. De G est abélien. Alors, d'après le théorème, il existe R supérieur ou égal à 1. Il existe N1 jusqu'à NR supérieur ou égal à 2 des entiers tels que G soit isomorphe à le produit de Z sur N et de Z est égal à 1 jusqu'à R. Et NR, N. Et d'après la démonstration qu'on a fait, N1 c'est l'exposant de G. Mais puisque quel que soit x appartient à G, on a x carré est égal à 1 de G, car x moins 1 est égal à x. Alors forcément l'exposant de G est égal à 2. Normalement, c'est soit 1, soit 2. Mais on ne peut pas avoir l'exposant est égal à 1 puisque G est non trivial. Donc l'exposant de G est égal à 2. Ce qui démontre que N1 est égal à 2. Et puisque NR, on a la suite de divisibilité suivante, ce qui montre que tous les NS sont égaux. Donc NR, N1 est égal à 2. Ainsi que G isomorphe à Z sur 2Z à la puissance R. Alors pour terminer la démonstration de cette application, il se fait de démontrer que R égale à 1. Mais on ne peut pas avoir en fait R strictement supérieur à 1. Puisque c'est R strictement supérieur à 1, on peut construire un automorphisme de Z sur 2Z à la puissance R. Si R supérieur ou égal à 1, strictement supérieur à 1, alors l'application phi de Z sur 2Z à la puissance R, on associe Z à la puissance à chaque x1 jusqu'à xr, on associe, on fait la permutation les deux premières composantes, donc x2 avec x1, x2, x1, et on les fixe les autres, x3 jusqu'à xr. Donc on a le droit de faire ça puisque r est égal à au moins 2. Donc on a fait, c'est un élément de z sur 2z à la puissance r, et fait différent de l'identité de z sur 2z à la puissance r. Ce qui est absurde, puisqu'on a supposé que l'automorphisme de G est trivial, ce qui est absurde. Alors, comme conclusion, que R est égal à 1. Z sur 2Z. Voilà.